Merci pour votre participation à cette présentation. Alors aujourd'hui, on va parler de phishing, vous connaissez tous, j'imagine. Je veux juste vous demander une petite chose, c'est qu'on va toucher à la manière dont certaines personnes gagnent leur vie et vont pas forcément adorer ça. Donc je vous demanderai juste de ne pas mettre de photos de ma tête sur les réseaux sociaux. J'ai pas trouvé de picto qui indique ne pas prendre de photos de ma tête, alors j'ai mis interdit au vélo. On est en amphi, donc je pense que ça reste quand même une bonne mesure à prendre. Alors, à main levée, qui parmi vous a déjà aidé tonton Gérard pour une technique d'attaque par phishing? Quelqu'un dans sa famille qui s'est fait avoir? Pas tant que ça finalement, parce que normalement on est tous l'informaticien de la famille, donc quand il y a un truc qui va mal, c'est nous qu'on appelle. Alors là, c'est des exemples que j'ai pris dans une pub télé. Et bien évidemment, le phishing, ça touche beaucoup de monde chez nous. Et surtout, on se rend compte que assez rarement, finalement, les pirates sont attrapés. Bon, on a assez peu de cas où quelqu'un qui a arnaqué votre famille se retrouve arrêté par la suite. Alors, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est comment travaillent ces groupes un peu désorganisés de pirates informatiques. Et on va commencer par la base, c'est quoi leur objectif? Je me doute que vous avez une petite idée. Leur objectif, c'est avant tout de gagner de l'argent. Mais il faut bien comprendre que la motivation fondamentale du pirate qui va faire des attaques par phishing, c'est surtout de poster des photos de kéké sur son Snapchat, montrant qu'il a plein d'argent, etc. Vous vous souvenez, salut à toi, jeune entrepreneur, etc. On est un peu là-dedans. Alors je vous ai mis des photos qui ont vraiment été publiées avec les légendes. Donc il prend un VTC, il va au resto, tout ça. On m'a fait remarquer que j'avais mal interprété la deuxième photo qui dit un bout de caviar accompagné d'un bout de viande. Je me disais, c'est bizarre, ça ressemble plutôt à un feuilleté. On m'a fait remarquer après que c'était peut-être pas ça le bout de viande. Ami de la poésie, bonjour. Alors, bon, ça c'est, ok, le but c'est de gagner de l'argent. Bon, bah, c'est un peu notre but à tous. Maintenant, comment ils vont réussir à s'enrichir par ces attaques? Alors, le principe de base sur Internet, tout est à vendre. Donc, le principe que je vais vous exposer aujourd'hui, c'est surtout d'être capable d'accumuler un maximum de données. Alors, une carte bancaire, identifiant quelconque, numéro de carte de fidélité, on s'en doute pas, mais en fait, un truc qui est pas mal en vogue actuellement, c'est de voler vos codes PIN de carte Carrefour. Parce que vous savez, vous faites vos courses, vous mettez des points de fidélité dessus, et qu'est-ce qu'il faut pour siphonner votre compte fidélité? C'est juste le numéro de la carte avec un code PIN. Et donc, il y a des gens qui revendent typiquement des listings avec des numéros de carte, des codes PIN, et puis après charge aux acheteurs d'aller faire leurs courses et de se payer en fait en utilisant votre cagnotte. Bon, récolter des données, c'est bien, mais un numéro de carte bleue, si quelqu'un a déjà fait opposition dessus, ça sert à rien. Donc il faut récolter des données qui sont valides. C'est ce qu'ils appellent des données fraîches dans le jargon, qui ont été volées il y a peu de temps, qui sont encore efficaces pour qu'on puisse récupérer de l'argent dessus. Et puis après, évidemment, il va falloir les revendre. Les revendre, alors ça peut être soit à l'unité, soit par lot. Il peut y avoir des commissions aussi. Voilà, par exemple, peut-être que celui qui vous le revend va prendre 40% des gains que vous allez faire dessus, etc. J'ai quelques exemples pour illustrer cette présentation. Donc ici, ça vient du groupe Telegram Raspou 187. Alors Raspou, parce qu'à la base, c'était Rasputin, mais ils se sont fait bannir, alors ils ont fait Raspou CC. Bon, bref. C'est juste pour vous donner un exemple. 35 € la carte de crédit, qui est censée être fraîche, que vous pouvez acheter en crypto, en PaySafe Card, et il faut en acheter au moins 10 pour qu'il accepte de vous vendre. Voilà. Donc ça, c'est. Vous allez me dire, il y a quand même un truc qui est un peu bizarre là-dessus. 35 € la carte de crédit, enfin c'est ridicule en fait par rapport au montant que vous allez pouvoir potentiellement récupérer derrière. Alors oui, et pour vous dire à quel point en fait ils s'en foutent, ils en ont tellement. Il y a la semaine dernière, là je crois que c'était le 20, il y en a un sur son groupe Telegram, il a même balancé comme ça 20 numéros de carte d'identité que j'ai anonymisé ici. J'espère que j'ai pas oublié un numéro, mais normalement c'est à peu près bon. Donc voilà, il avait sa bias qui est sur un phishing mondial relais, et puis il en a balancé 20 comme ça. On ne sait même pas pourquoi en fait. Donc c'est pour vous dire qu'en fait ça vaut pas grand chose. Petit point intéressant quand même que vous pouvez peut-être remarquer, c'est la date de naissance, qui est de 65, quand on voit des listings comme ça, des logs passés, on se rend compte que quand même c'est plutôt des personnes âgées qui se font voir sur ce genre d'arnaque. Donc pas mal de cartes de crédit en effet avec des dates de naissance qui sont plutôt dans ces années-là. Bon, ça répond pas à ma question, pourquoi ça coûte si peu cher? Vous vous en doutez peut-être un peu, quand vous payez avec votre carte de crédit, vous allez avoir le MFA, la double authentification qui va arriver, qui est quasiment systématique maintenant sur vos mobiles, où il va falloir soit mettre votre empreinte digitale, taper un code PIN, etc. Donc, même si vous avez un numéro de carte de crédit, aujourd'hui, ce n'est pas forcément trivial de réussir à en récupérer de l'argent. Ça va nécessiter aussi une part d'ingénierie sociale, dans laquelle je ne vais pas pouvoir m'engouffrer dans ce sujet aujourd'hui, faute de temps, mais je vous donnerai des pointeurs à la fin de la présentation pour aller un petit peu plus loin de ce côté-là.
Bon, les screenshots que je vous ai montrés jusqu'à présent, vous avez peut-être remarqué que c'est beaucoup de Telegram. Alors Telegram et son fondateur Pavel Durov, ils ont une réputation un peu sulfureuse, qui n'est pas volée. Hein. Honnêtement, il y a quand même beaucoup de phishing, de groupes de phishing, de channels, etc. sur Telegram, où on peut acheter comme ça des données qui sont volées. Alors Pavel Durov, c'est un Russe qui a été naturalisé français. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps, il a été arrêté en France. Il était sous contrôle judiciaire parce qu'il a quand même 12 infractions sur lesquelles, enfin, il est concerné par 12 infractions sur lesquelles il y a des enquêtes. Et depuis quelques jours, je crois, il a à nouveau le droit de voyager. Mais la France lui reproche quand même de ne pas être très regardant sur ce qu'il héberge sur sa plateforme. Ok, on a envie de gagner de l'argent. Alors, comment on va faire? Alors, le tout, c'est d'avoir un petit scénario. Moi, ce que je vais vous proposer ici, c'est quelques exemples. Alors, il y en a un qui a été reçu par mail par un ami il y a 2 semaines. Moi, je trouve ça assez amusant. Donc, ils ont juste envoyé un mail comme ça, on ne sait pas trop qui. Hein, l'adresse destinataire est complètement bidon, l'adresse d'expéditeur est complètement pourrie. Et ça dit, grosso modo, je vous le résume, bon, bah, c'est votre agence immobilière. Des fois, vous payez au début de mois, des fois à la fin de mois. Le RIB a changé, donc il faut payer. Il n'y a aucune info, c'est vraiment envoyé comme ça un peu à n'importe qui. Là, c'est de la pêche au gros. Ils se disent, bon, bah, dans le lot, il y en a bien un ou deux qui va payer. Et en fait, non, personne ne va payer. Je peux vous dire pourquoi. Ils n'ont pas mis de pièces jointes. Il n'y avait pas de RIB. On n'a pas compris l'attaque. Alors, soit ça a été filtré, soit ils ont oublié, soit ils sont nuls, je ne sais pas, mais... Enfin, vraiment, je ne sais pas comment ça peut marcher. Bon, ok. Autre exemple, et ça, j'ai une boîte mail, je pense que l'adresse mail qui correspond à cette boîte a dû finir dans des listes de diffusion, etc. Tous les 2 jours, je reçois ça. Une super offre, moins 95% sur la carte avantage. Alors quand on connaît le coût du train, c'est intéressant. Alors c'est valable pendant 48 heures, mais comme je la reçois tous les 2 jours, je me dis que la SNCF va forcément faire faillite au bout d'un moment. Mais il n'est pas dégueu, le mail est propre, il y a une belle image, ça marche. Moi je trouve que c'est assez convaincant. Il n'y a pas de faute d'orthographe, vous avez remarqué. Et c'est l'occasion de vous raconter une autre histoire qui est arrivée à l'un de mes proches il n'y a pas très longtemps. On discutait et puis cette personne me dit ah tiens, j'ai gagné un concours, je vais recevoir un énorme paquet de pâtes Barilla. Ah ouais, d'accord. J'avais juste à payer 2 € de frais de port. Ok, donc là, tu commences par prendre ton appli mobile et tu bloques tous tes moyens de paiement et après on discute. Alors c'était où? Bah, c'était dans une pub Instagram. Ok, tu as cliqué, ça t'a amené où? Sur quelle URL? Bah, je sais pas, c'était dans Instagram. Ah, mince. Est-ce que la pub est toujours là? Non. Bon, impossible de tracer où c'est parti. Tu as payé, ok, tu as mis toutes tes coordonnées personnelles, oui, évidemment. Ensuite, tu as payé avec ta carte bleue, mais peut-être que tu n'as pas eu la double authentification, peut-être que tu n'as pas validé ça. Si. Ok, donc là, tu demandes à ta banque de détruire ta carte et tu refais tous tes moyens de paiement. Et d'ailleurs, si vous avez déjà été confronté à ça, là, c'était en l'occurrence sur Boursorama. Sur Boursorama, vous le faites en un clic. Ils ne vous facturent même pas. Ils ne sont pas bêtes, hein, ils ont bien compris qu'il vaut mieux détruire les moyens de paiement plutôt que d'avoir à payer derrière, rembourser des milliers d'euros qui ont été volés. Donc, bon voilà, ce qui reste à faire après, c'est évidemment surveiller qu'il n'y a pas de transactions qui ont effectivement été validées sur le compte, et puis surtout ne plus répondre à sa banque si la banque appelle. Ça, c'est vraiment la suite de l'attaque, en principe, c'est une attaque par ingénierie sociale où quelqu'un va se faire passer pour votre banque pour vraiment essayer à ce moment-là de vous voler de l'argent. Donc là, petit bénéfice de l'IA, on voit bien que les attaquants ont commencé à utiliser ces outils. Les mails n'ont plus de faute, les illustrations ont été manifestement générées ou, je ne sais pas, peut-être faites sous Photoshop. Mais en tout cas, vous allez avoir des trucs qui sont de plus en plus convaincants. Donc là, pas bon pour nous. Bon, ok, donc on a notre scénario. Maintenant, il va falloir mettre en place toute l'infrastructure pour récupérer ces identifiants volés. Alors, comment on va faire? Eh bien, juste pour la petite histoire, ça c'est une image qui est générée par IA aussi, qui, quand on lui demande tiens, dessine-moi un hacker, elle vous montre ça. Alors moi je trouve que c'est peut-être un petit peu peut-être un peu overkill quand même, mais on va justement voir qui sont les vrais pirates et est-ce qu'ils ressemblent vraiment à ça. Alors vous avez besoin d'héberger un site en ligne sur lequel vos victimes vont arriver pour vous donner leurs identifiants. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous prenez un truc qui génère des pages perso, hein, vous allez avoir une interface WYSIWYG, what you see is what you get, un peu à la Word, quoi. Vous placez vos éléments, pif pouf. Ce qu'on voit là, en fait, c'est pas du tout c'est un champ de formulaire de contact. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, le champ mot de passe, du coup, comme c'est pas un vrai champ mot de passe, c'est un texte AREA, donc déjà il fait 5 lignes de haut, ce qui est un petit peu bizarre. Et puis si vous tapez votre mot de passe, il va être en clair, du coup, parce que c'est pas un champ de type password.
Bon, alors c'est quand même assez grossier, hein, mais c'est gratuit, donc voilà, ils peuvent le faire assez rapidement. Je ne sais pas si vous tomberiez pour un truc aussi gros. Franchement, je me dis, les gars se donnent un petit peu d'effort pour un truc qui est nul. Mais n'oubliez pas ce que disait le sage. Oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, sur un malentendu, ça peut marcher. Donc, et je le vois tous les jours, donc je me dis, bon, bah, finalement, peut-être qu'ils ont récupéré, je sais pas, 2-3 adresses mail par jour. Donc, et là, on commence à voir aussi le côté extrêmement routinier de ces attaques. C'est-à-dire que, comme le site, forcément, il a une durée de vie très très faible, eh bien, ils vont refaire tous les jours. Tous les jours, ils refont le même, ils refont leur mailing, etc. Et puis, ils attendent d'avoir de nouveaux identifiants. Donc, j'aimerais pas faire leur boulot, hein, clairement. Bon. Si vous voulez un hébergement un petit peu plus sophistiqué, mais que vous n'avez toujours pas envie de payer, vous pouvez utiliser tous les autres services, type GitHub, Cloudflare Pages, etc., qui vous permettent de mettre du contenu en ligne de manière gratuite, en créant juste un compte. Toutes les URL là, c'est vraiment des URL de phishing, hein, donc vous voyez bien qu'elles sont quand même assez moches. Enfin, si quelqu'un arrive dessus et se dit ça ressemble vraiment à la page de login de SFR, bon, c'est pas par rapport à l'URL, hein, si vous voulez. Donc, ce qui est bien, comme je disais, c'est gratos, ça vous permet de mettre des fichiers, des fois c'est que du HTML, des fois vous pouvez mettre aussi du PHP, bon, c'est toujours ça de prix. Et la durée de vie est encore une fois très faible, parce que vous vous doutez bien que dès que GitHub va avoir un signalement en disant « attention, sur cette URL, chez vous, il y a du phishing », ils vont fermer le compte. Donc, la durée de vie est quand même relativement faible, donc il faut toujours le remettre en ligne. Après, si vous voulez être un petit peu plus tranquille et pas dépendre vraiment d'un hébergeur comme ça qui va vous capter assez vite, vous pouvez aller pirater des sites web. Et alors là, je vous donne un exemple, c'est le site de la mairie de Boost. Je ne sais pas du tout où est Boost, hein. Je ne sais pas si quelqu'un connaît Boost ici. Donc là, si vous allez sur boost.org, vous allez avoir le site de la commune de Boost, mais il y a eu des campagnes de phishing qui pointèrent vers cette URL un petit peu bizarre là, qui est dans le répertoire WP Content, Upload, etc. Alors, évidemment, c'est assez louche, mais en fait, c'est une explication. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui suivent un petit peu l'actualité de WordPress. Si on cherche le nombre de CVE qu'il y a eu sur WordPress et ses plugins, donc les CVE, les Common Vulnerability and Exposures, qui ont été recensés, on en trouve vite fait 24 000. Donc, ce n'est pas que WordPress hein, lui-même, le CMS, mais ça peut être tous les plugins qui vont avoir potentiellement une faille de sécurité dedans. Et donc vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, si vous mettez un site en ligne avec WordPress, demain, vous avez 50 robots qui passent tous les jours pour voir s'il n'y a pas une faille de sécurité dessus. Ça fait de l'hébergement pas cher, écoutez, c'est toujours ça de prix. Donc évidemment, ils vont constituer comme ça des listes de sites qui sont malveillants, sur lesquels, enfin, non, pardon, de sites qui sont légitimes, sur lesquels ils ont pris la main, et ils vont le revendre à d'autres qui vont venir mettre de la merde dessus. Bon, mais ça reste un peu cheap. On voit bien que l'URL, elle est quand même pas terrible pour faire des arnaques. Donc, il y a quand même des pirates qui se sont dit, moi, je vais faire un domaine qui a l'air clean, etc. Ils vont investir dans un .fr, un .com. Et ça aussi, on en voit tous les jours. J'ai quelques exemples qui sont là. Alors, du Amélie, c'est classique, Mobile Bouygues, Sécuriser le Bon Coin. Vous avez dû en voir, il y en a beaucoup qui sont sur du Mondial Relais. Mondial Relais, vous le recevez par SMS notamment. Et puis, bon, par SMS, ils ne peuvent pas trop cacher le lien. Le lien est vraiment visible. Et donc, ils ont envie d'avoir un nom de domaine comme ça qui est assez propre. Donc ça, c'est vraiment le truc qu'on voit tous les jours, tous les jours. Il va y avoir aussi les paiements d'amende de excès de vitesse, etc. Donc ça, c'est vraiment les trucs archi classiques. Avantage, c'est nickel. Quelqu'un voit ça, il n'est pas très vigilant, Amélie carte vitale, il n'y a pas de E, mais bon, il est un peu vite. Les typos aussi, ça c'est des trucs qu'on voit très souvent, genre une consonne a été doublée, un O a été remplacé par un 0. Bon, si on regarde vite fait, ça, on ne se rend pas compte. Inconvénient, par contre, ça veut dire qu'à chaque fois que vous mettez une arnaque en ligne, il faut acheter un domaine. C'est facile à détecter. Parce que vous doutez bien que l'équipe sécurité de Bouygues, s'ils voient qu'il y a un nouveau domaine qui a été enregistré qui s'appelle mobilebouygues.fr, ils vont aller voir. Ils vont aller voir, ils ont une équipe légale qui forcément va essayer de faire tomber le site le plus vite possible. Donc, il y a un petit peu cette contrepartie de c'est clean et on va peut-être attraper plus de monde, mais on va se faire détecter plus vite. Donc ça, voilà, ça peut être un choix. Surtout, ça peut être assez rapide à faire fermer. Un .fr, par exemple, le service, comme je disais, juridique de Bouygues va aller solliciter directement la FNIC en disant que là, il y a une usurpation de marque qui est avérée. La FNIC, ils sont super actifs, le .fr, ils vont le faire tomber très très vite. Ce n'est pas forcément le cas sur d'autres registres. Donc ça, c'est un choix aussi à faire. Bon, là, vous avez un domaine qui est propre, qui est vraiment lié à votre attaque. Vous pouvez aussi prendre des domaines qui n'ont rien à voir. Alors j'ai encore quelques exemples. Maron.icu, on n'a aucune idée de ce que c'est. Celui du dessous, vraiment... Je ne sais pas si vous pouvez deviner un peu quelle est la marque ciblée par cette attaque. C'est Orange.
Bon, ouais, c'est pas évident, hein. Franchement, c'est avoir le domaine. Et donc cet acteur-là, tous les jours, il crée un nouveau domaine qui a exactement cette tête un petit peu incompréhensible avec un tiret au milieu. Donc en fait, on peut profiler très précisément quel est l'attaquant. Parce que juste en voyant le domaine, en fait, on sait que c'est toujours le même. Donc ça, c'est intéressant aussi du côté de la défense. Alors, avantage, bah, c'est plus dur à détecter, puisque là, l'équipe sécurité de Bouygues, vous doutez bien, ou de Orange, ne vont pas voir qu'il y a du phishing juste par rapport au nom de domaine. Et puis, ça peut être plus dur à faire fermer, parce que l'extension .icu, c'est un NGTLD, donc un New Generation Top Level Domain. Par quel registre il est géré derrière? Je crois que ça s'appelle ShortPoint et c'est plus ou moins lié à l'ICANN. Est-ce qu'ils sont réactifs pour faire fermer un domaine de phishing? Typiquement, je ne sais pas. Et ça va être un petit peu plus la roulette, quoi. Inconvénient, qui est toujours le même, il faut payer. Ah oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous utilisez un nouveau domaine, et croyez-moi, la durée de vie est quand même très très faible, ils vont devoir repayer pour ça. Bon, donc là, potentiellement, on a des capacités d'hébergement, on a des capacités pour créer une URL qui n'est pas trop dégueulasse. Si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous allez directement sur Telegram, et là, vous allez trouver un petit bot qui vous vend automatiquement. Donc quand je dis un bot, c'est vraiment un truc automatisé, avec un menu en clicodrome. Vous allez pouvoir acheter un serveur Plesk. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Plesk, mais derrière, en fait, vous allez avoir un pirate qui a loué une VM quelque part, il a installé Plesk, il a installé PHP, etc. Et en fait, il vous sous-loue de l'espace d'hébergement sur son serveur. Et Plesk, c'est un outil en clicodrome, grosso modo, qui vous permet d'héberger facilement votre site web et de le déployer en ligne. Vous voyez, les montants ne sont pas délirants, hein. 30 € pour 4 semaines d'hébergement avec 5 noms de domaine inclus, franchement, c'est pas la ruine. Mais en plus, ils garantissent que l'IP n'est pas connue comme étant malveillante. Parce que c'est pareil, si votre VM est connue par tous les acteurs de la défense comme étant un truc qui héberge du phishing, la durée de vie va être forcément plus faible. Bon, je voudrais vous parler d'une autre technique qui est un petit peu hasardeuse, mais que j'ai vue, c'est d'héberger directement votre serveur web sur votre PC. Donc vous êtes attaquant et puis vous dites, là j'ai mon laptop, en fait je vais mettre le serveur dessus. Alors ça a des avantages, hein. C'est indéniable, c'est facile à gérer, c'est votre machine. C'est jamais fermé par l'hébergeur puisque vous n'avez pas d'hébergeur. Alors ça peut être votre fournisseur d'accès qui vous coupe l'accès à un moment donné. C'est gratuit, en tout cas on va dire que c'est pas plus cher que vos frais de base. Ça a quelques inconvénients. Les inconvénients, c'est pas sécurisé. Si vous mettez un XAMPP sur votre machine, c'est pas sécurisé. C'est pour faire du dev. On est d'accord, c'est pas pour faire de la production. C'est vraiment pas sécurisé. Je veux dire, c'est vraiment con de faire ça. Alors pourquoi c'est super con? Parce que comme je disais, c'est pas sécurisé. Vous avez un PHP admin qui est ouvert à tout le monde, vous avez un MySQL qui est ouvert à tout le monde, et ça pourrait permettre à des gens de prendre le contrôle de votre PC. Alors, faut bien voir que c'est illégal, hein, donc il ne faut pas prendre le contrôle des machines des pirates. C'est dommage parce qu'il y a sûrement plein de trucs intéressants. Mais bon, c'est illégal. Mais bon, alors juste pour l'effort d'imagination mentale, si jamais on avait accès au PC du pirate, qu'est-ce qu'on trouverait? Puisque c'est son PC perso, on trouverait toutes ces commandes de caleçon Shein qu'il fait expédier dans le 78. Alors est-ce qu'il a de la famille là-bas? Parce que je sais de source sûre qu'il n'est pas là-bas. Est-ce que c'est du blanchiment d'argent? Aucune idée. Peut-être qu'on trouverait aussi 40 autres kits de phishing qui permettent de voir qu'ils mangent vraiment à tous les râteliers, hein, du Netflix, des banques, LDLC, etc. Bon, ça, c'est pas le plus embêtant. Peut-être qu'on pourrait trouver aussi les mots de passe de secours de ces portefeuilles crypto. Bon, j'ai changé quelques mots parce que sinon, je vous vois bien venir. Mais bon, le plus drôle, c'est que finalement, on pourrait aussi trouver son CV. Voilà. Le CV qui dit activité e-commerce forex à d'autres. Ok, donc ça c'est un très très mauvais choix. Ne faites pas ça si vous jamais vous voulez embrasser une carrière d'acteur malveillant. Non, je pense que la police va lui tomber dessus au bout d'un moment. Bon, juste pour vous commencer à comprendre, là en fait, là c'est un exemple où clairement j'ai pas pris le câble RJ45 le plus rapide du switch, mais ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que le niveau en fait n'est pas forcément très très élevé. Et je vais vous donner un deuxième exemple de ça. C'est un groupe Telegram sur lequel je suis du coup pour me documenter. Et il y a un acteur qui a vendu une liste de login mots de passe LinkedIn à l'autre. L'autre devait lui payer 15 $. Vous voyez, ça vaut vraiment pas cher. Et ils sont pas d'accord, donc ils se sont mis à se friter sur ce groupe public. Et comme
je sais qu'au Brestcamp, voilà, il y a quand même une certaine qualité de niveau. J'ai demandé à ChatGPT de traduire le chat dans un registre de langage un petit peu plus élevé. Et donc, je vais vous reproduire l'échange tout de suite. Je vais vous envoyer la photo de mon phallus, espèce d'escroc, vous devriez payer pour avoir ses comptes, et je vous ai envoyé le fichier. Bon, après, ils se prennent un peu la tête sur il y a une preuve en vidéo, etc. Bon, quel idiot, ordure, déchet, pauvre créature. Là, il commence un petit peu à monter dans les tours. Pourquoi vous me faites perdre mon temps pour avoir ces comptes alors qu'à la fin, vous me bloquez, vous êtes le plus grand fils de prostituée que j'ai jamais vu. Bah, il est vraiment pas content. J'ai votre mère et votre sœur, je vais les honorer. Ok, c'est l'escalade. Hein. Ah ouais, je vais m'unir charnellement avec toutes les femmes de votre famille. Ok, je vous jure que je vais fermer votre compte dès aujourd'hui. Et il finit par God feels your disgrace, que j'ai choisi de traduire parce que c'est mon choix éditorial et avant tout ma liberté artistique en tant qu'orateur, par quelle indignité. Alors, applaudissez pas trop parce qu'en face ils vont se dire putain c'est déjà fini. Bon, vous avez un espace d'hébergement. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut du contenu à mettre en ligne. Et donc là, ce qui va vous manquer, c'est le kit de phishing. Alors pour mes diapos interchapitres, j'ai choisi une illustration qui est un petit peu plus proche de la réalité maintenant, qui vient de South Park. Donc là, c'est notre pirate. Donc maintenant, ils vont avoir besoin d'acheter un kit de phishing. Alors un kit de phishing, c'est grosso modo un zip qui va avoir certaines propriétés. Alors le premier, il faut qu'il ait vraiment l'apparence d'une page web propre, quoi. Il faut que ça ressemble par exemple à la page de login du site SFR. Mais c'est vraiment la crédibilité qui se joue à ce moment-là. Donc il faut vraiment que ce soit propre. Deuxième propriété, le kit de phishing, il va avoir pour rôle de transmettre ces identifiants volés aux pirates. Donc c'est son activité principale. Troisième activité, on va revenir pas mal dessus parce qu'il faut qu'il leurre les robots d'analyse. Vous vous doutez bien que si aujourd'hui vous envoyez 2000 mails à plein de gens différents en disant hey, votre facture a un problème, il faut cliquer sur ce lien, le premier truc que va faire le serveur de mail, c'est de se dire ok, je vais commencer par analyser le lien. Il y a des antivirus, etc. Donc vous allez déclencher plein de bots qui vont venir inspecter votre page web. Donc le but, c'est de les ralentir en faisant croire qu'il n'y a rien de malveillant sur cette page-là. Alors, je vous donne une petite liste ici, j'espère que c'est lisible, en gros sur toutes les marques. Donc là, c'est encore une fois un bot sur Telegram qui vous vend ces kits de phishing entre 120 et 200 euros. Alors, petit tips, n'en achetez pas. Pourquoi? Parce que déjà, c'est très dur à faire rembourser en note de frais. Mon chef n'a jamais validé. Et puis, deuxième chose, je vais vous expliquer, tant qu'à faire, comment les avoir gratuitement. On va gagner un petit peu d'argent. Ok, donc comment ce kit-là, ce zip, une fois que vous l'avez mis en ligne, va vous renvoyer les données qui ont été volées? Alors, historiquement, ça se faisait beaucoup par mail, parce que le mail, c'est simple. Le pirate a juste à créer une adresse quelconque sur un truc gratuit, il reçoit par mail. Il utilise la fonction mail du serveur PHP, mais problème, c'est de plus en plus bloqué, limité, inspecté, etc. Donc, ça marche plus très bien. Il y a un truc qui marche très bien, en revanche, c'est d'utiliser Telegram. Donc dans ce cas-là, ce que va faire le pirate, c'est qu'il va créer un bot Telegram, et ensuite, ce kit de phishing va utiliser l'API Telegram pour, en utilisant l'identité du bot, parler avec son propriétaire, le pirate. Alors ici, donc, ce que je vous montre, c'est le chat que le pirate a établi avec son bot, où il voit arriver ploup, 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 toutes les tentatives de connexion. Alors ceux-là sont un peu sobres. Il faut voir que les pirates, ils adorent les emojis. C'est un peu c'est une sorte de tuning chez eux, je ne sais pas pourquoi. En fait, les logs se ressemblent beaucoup plus à ça, traditionnellement, où il y a des petits sacs de dollars, des petites clés, etc. Voilà. Et donc, on retrouve cet effet générationnel hein, où les gens qui se font avoir, c'est plutôt Jean-Pierre que Mathéo, hein, sur les logs que j'ai pu observer. Il y avait vraiment un facteur d'âge. Très bien, très bien. Donc ça, c'est la réception des données. Il y a un certain nombre de kits de phishing qui, par sécurité, en plus de les envoyer sur Telegram, les stockent aussi dans un fichier local. Bon, mais ça marche bien, mais en fait, le kit de phishing, il est en ligne. Donc le fichier local, si vous connaissez son nom, il est aussi en ligne. Et donc du coup, j'ai une très bonne source comme ça de numéro de carte bleue, parce qu'il y a un kit de phishing, je sais qu'il va mettre tous les résultats dans le fichier result458.txt. Et donc il suffit d'aller dessus, et en fait, on a toute la moisson du jour en termes d'identifiants et mots de passe. Voilà. Si vous voulez un souvenir, je tiens une boutique de goodies à la fin de la session devant l'amphi. Bon, ok, donc on a la partie exfiltration. Maintenant, comme je vous disais, vraiment la caractéristique la plus importante d'un kit de phishing, c'est qu'il va essayer de se cacher. Il ne va pas vous donner accès directement au phishing. Alors, comment on fait traditionnellement pour bloquer un bot d'analyse? Bah, vous le savez, parce qu'on est confronté à ça tous les jours, vous mettez un CAPTCHA. Donc là, le truc classique, c'est en effet, si vous allez sur la page du phishing, il va d'abord vous demander de résoudre ce CAPTCHA, et après, vous allez avoir le vrai formulaire sur lequel il va voler vos identifiants.
Bon, celui-là, il est quand même un peu bidon, on peut le résoudre assez vite, mais voilà, ils ont fait l'effort. Deuxième truc qui est simplissime, mais ultra compliqué à bypasser quand on est sur un moteur d'analyse, c'est qu'en fait, le lien qui vous envoie dans le mail de phishing, c'est un lien qui pointe sur cette page. Cette page, elle a juste un autre lien qui vous envoie sur un autre site, qui est sur un domaine totalement différent, hein, on le voit en bas dans la barre d'adresse. Et bien ça, c'est super emmerdant, parce que imaginez, vous allez envoyer un robot d'analyse pour analyser ça, et vous dire, bon, il n'y a rien de malveillant, il n'y a même pas de formulaire, il y a juste un lien avec un bouton. Donc la question à se poser, si vous essayez de détecter le phishing, c'est combien vous allez suivre de liens, jusqu'où vous allez aller. Et ça, c'est un vrai problème. Donc là, c'est un contournement très très simple qui vous permet d'arrêter pas mal de robots. Alors après, si on rentre un petit peu dans le code PHP, vous allez avoir beaucoup d'étapes de filtrage sur votre adresse IP source. Des adresses IP, enfin de manière générale, des données qui ont l'air d'être un peu obsolètes des fois. Donc là, ces IP-là, je ne sais pas à quoi elles correspondent. Donc ils essayent de matcher à la fois de manière précise et en appliquant des regex. Alors moi, je trouve ça toujours assez amusant d'appliquer une regex sur un truc qui est en point étoile, point étoile. Je ne suis pas sûr qu'ils aient un niveau technique très haut quand même. Et ils vont faire un truc qui est un peu bizarre, c'est que si vous regardez les dernières lignes, s'il y a une détection, ils vont envoyer un header location HTTP, donc un code HTTP 301, 302, je ne sais pas, qui va vous renvoyer sur un autre site. Mais en même temps, dans le contenu, ils vont vous afficher une erreur 404. Alors là, le serveur web, il est un petit peu schizophrène quand même. Mais donc pour moi, typiquement, si je vois ça, je vais me dire, là, il s'est passé un truc louche, potentiellement, ça, c'est un site de phishing. Dernier truc à noter, c'est que de l'IPv4. Aujourd'hui, si vous arrivez en IPv6, vous ne serez jamais bloqué. Enfin, en tout cas, de tous ceux que j'ai vus, vous ne serez jamais bloqué. Autre technique pour bloquer les robots d'analyse, ils vont regarder le hostname qui correspond à votre IP. Donc si vous arrivez typiquement depuis une adresse Amazon AWS, vous êtes grillé, de toute façon, ils vont vous rediriger sur un autre site. Donc le comportement que vous verrez souvent, sur du phishing français, vous cliquez sur un lien et vous arrivez sur mediapart.fr. Ou sur lemonde.fr, là vous avez été détecté en fait et zoup, le site fait ni vu ni connu, ils vous renvoient ailleurs. Ils vont essayer de bloquer aussi les bots d'indexation. Là je vois un MSN bot dans la liste, c'est juste pour vous montrer que c'est vraiment des listes qui sont très obsolètes. Mais ils ont une technique, ils ne vont pas mettre une liste, ils vont en mettre 9 d'affilée. C'est que des trucs qu'ils ont copié-collé sur des sites, sur GitHub, etc. Ils en mettent plein, puis ils se disent, bon, il y en a bien un qui va bloquer les bots. Il y en a quand même un, le fichier filter.php, qui est un peu plus intéressant que les autres, et notamment, il est un petit peu plus moderne dans son approche. En fait, il va prendre l'IP du visiteur et il va l'envoyer à un service externe qui s'appelle IP Quality Score. Et IP Quality Score va retourner un certain nombre d'indicateurs et pour essayer d'estimer si l'IP source, elle est liée à un bot, est-ce qu'elle est liée à un nœud de sortie Tor, par exemple, ce genre de choses. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que le site IP Quality Score, si vous allez dessus, il se définit comme un site qui permet de détecter la fraude et les menaces cyber. En fait, le truc a été retourné par les attaquants pour se protéger des robots d'analyse. Et en fait, ils font tout comme ça. Le CAPTCHA, c'était pour se protéger des robots. Hop, ils l'utilisent contre nous. Ils réutilisent toutes les techniques de protection contre en fait, les équipes de protection. Et puis, dernier petit truc que j'ai vu dans ce fichier-là, que je trouve assez amusant, c'était le copyright qui a été laissé par le pirate, sur lequel il met le lien vers un groupe Facebook. Alors, pour ceux qui sont nés après 2000, de Facebook, c'est le TikTok des boomers. Donc, je trouve ça assez marrant, en fait, c'est un groupe Facebook, enfin, qui est fermé depuis. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer typiquement? Vous arrivez avec votre robot d'analyse, vous ouvrez une adresse de phishing comme celle que vous voyez là-haut. Première étape, il vous redirige sur le fichier email.php et lui, hop, il vous ramène sur un site d'actualité marocain. Ça, c'est un petit peu bizarre. En fait, là, la technique, c'est tout simplement de changer le user agent. C'est-à-dire, c'est changer la manière dont votre navigateur se présente auprès du serveur web. Et donc, le plus simple, c'est tout simplement de se faire passer pour un iPhone, un iPhone avec un iPhone 13. Donc, c'est purement déclaratif. Hein. On est d'accord que le navigateur, il va juste déclarer « Coucou, je suis un iPhone 13 ». Et ben, rien que de changer ça, vous allez avoir un contenu de page qui est différent. Donc là aussi, pour détecter du phishing, c'est intéressant. Si vous changez le user agent et que vous n'avez pas le même comportement, c'est vraiment qu'il y a un truc qui est très, très bizarre. Et puis, en plus de ça, vous allez avoir d'autres techniques qui permettent de bloquer les robots d'analyse, la langue du navigateur, le pays de provenance. Oui, si vous faites une arnaque qui concerne des clients d'une banque indienne et qu'il y a une connexion qui arrive depuis la France, vous pouvez vous dire que c'est certainement pas la cible qui vous intéresse. Donc dans ce cas-là, c'est pareil, vous bottez en touche. Et enfin, le pire là-dedans, celui qui me bloque beaucoup, c'est Cloudflare. Alors Cloudflare, pareil,
Vous regardez leur motto, Cloudflare s'est donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. En fait, tous les sites de phishing sont derrière Cloudflare. Alors pourquoi? Parce que, en fait, quand vous allez sur le site de phishing, vous ne tapez pas directement sur le serveur en face. Vous tapez sur l'infra de Cloudflare qui va potentiellement vous mettre un petit captcha, qui va vous bloquer. Et seulement si Cloudflare estime que la connexion ne vient pas d'un robot, va vous mettre en relation avec le site de phishing. Le gars qu'on a vu tout à l'heure, qui a mis le site sur son ordi, en fait, il n'est pas exposé directement sur Internet. Il monte un tunnel qui ressemble à une grok ou un truc comme ça, vers Cloudflare, et Cloudflare lui renvoie les connexions. Donc en fait, il pense qu'il n'est jamais vraiment exposé. Bon, ça permet de bloquer les robots d'analyse, mais après, vous avez des gens un peu vicieux, comme moi, qui, dès qu'ils voient un lien de phishing, ils vont dessus pour voir ce qu'il y a derrière et voir comment c'est fichu. Et donc, dans ce cas-là, ils font OK, bon, ils ne vont pas bloquer mon browser, parce que mon browser est clean, effectivement, c'est un vrai browser qui arrive avec une IP française, etc. Par contre, ils vont essayer de ralentir l'analyse dans le code source de la page. Alors, le premier truc qui est tout à fait classique, c'est de bloquer le contrôle majuscule I, le F12, enfin, tout ce qui vous permet d'aller dans la console développeur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça me rappelle un peu le début des pages perso, où on était là sur Internet, ah ouais, il a mis une super image sur son site, je voudrais bien la télécharger, et on fait clic droit, mais non, parce que le mec a bloqué le clic droit, il a mis un copyright Fredo du 35, on était là, oh. Eh ben, c'est exactement les mêmes techniques, hein. Vraiment, il met un petit bout de JavaScript qui catch le clic droit ou le contrôle majuscule I, et puis hop, il inhibe l'action. Bon, alors c'est très très facile à bypasser, mais voilà, il essaie de nous ralentir. Deuxième truc un peu plus classique, et vous l'avez peut-être déjà vu si, à la présentation sur les malwares hier, c'est d'obfusquer le code. Alors obfusquer le code, c'est typiquement le rendre illisible. Donc là, vous allez avoir des bouts de JavaScript d'une part et de HTML d'autre part qui ont été soit encodés en base 64, soit chiffrés en AES avec une petite mécanique de déchiffrement. Alors, c'est pas insurmontable parce que forcément, il faut quand même que le code soit capable de se déchiffrer. Donc il y a la clé de chiffrement AES qui est dispo dedans. Mais c'est juste un peu pénible quand vous ouvrez le site et que vous tombez là-dessus, parce que voilà, ça veut dire que ça va demander un effort d'interprétation du JavaScript pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Donc on est plus dans l'analyse dynamique. Et puis dernier truc que j'ai vu récemment, et j'ai trouvé ça assez astucieux, c'était un bout de JavaScript qui lançait un débugger. Donc quand vous lancez la console développeur, tout est figé parce que le débugger est actif. Donc bon, vous cliquez sur le bouton lecture pour dire c'est bon, on reprend l'exécution. Sauf que si vous appuyez sur le bouton lecture, vous sortez de l'instruction débugger ici, il voit que vous avez mis plus de 100 millisecondes et que vous êtes sorti de cette instruction, et vous finissez sur walmart.com. Les vicieux. Donc ça, voilà, c'est le genre de technique qu'ils utilisent vraiment. Encore une fois, plus vite on va détecter un site de phishing, plus vite on va le mettre en ligne, donc leur but c'est de gagner du temps. Bon, on a désormais une idée, voilà, un petit scénario, on a un espace d'hébergement, on a du code qui tourne. Maintenant, ce qui manque évidemment, c'est d'attirer vos victimes. Alors comment vous allez attirer vos victimes? Le plus simple, c'est de leur envoyer un mail ou un SMS, hein, c'est ce qu'on voit de manière tout à fait classique. Donc pour ça, comme je vous ai dit, sur Internet, tout est à vendre. Donc vous allez acheter ce qu'ils appellent soit une mailing list, donc ML, soit une numbers list, NL, que vous souhaitez être la plus valide possible, puisque si derrière c'est des comptes qui n'existent plus, ça ne sert à rien. Et souvent, en fait, comme les listes sont de très mauvaise qualité, ils vont utiliser ce qu'on appelle un script de debounce. En fait, le script de debounce, ça va être un petit programme. Donc là, j'en ai un snippet qui est en C#. C'est peut-être un peu petit, mais je vous explique rapidement en quoi ça consiste. Il va se connecter au serveur SMTP des victimes. Donc, admettons qu'il y ait un listing de victimes SFR, il va se connecter sur le serveur SMTP SFR, et il va faire un mail sur lequel il va essayer tour à tour d'ajouter des destinataires. Et si le serveur mail répond par 550 user unknown, il sait que de toute façon, cette adresse mail-là n'est bidon et n'existe plus. Donc il va la sortir de sa liste. Pour les SMS, vous avez deux possibilités. Soit vous affichez des listes qui sont déjà valides, ou soit vous itérez sur tous les numéros de mobile. Ça se fait un petit peu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis sûr que vous en recevez pas mal de SMS. Voilà. Le faux livreur, c'est vraiment le truc qui tourne à fond en ce moment. Comment vous allez faire une fois que vous avez votre liste? Vous allez acheter un petit logiciel qui permet de faire du mailing en batch. Donc ça, c'est des captures d'écran qui viennent d'une vidéo de formation, puisque, encore une fois, tout est à vendre sur Internet. Donc ils vendent aussi des formations à peu près 200 € pour expliquer aux autres justement comment il faut faire. Alors, ces formations-là voilà, expliquent ici comment on fait la petite mise en forme de son mail, comment on utilise l'outil, etc. Et puis après, derrière, on va faire le mailing en masse. Mais il vous faut encore... le mailing en masse, ça pose quand même quelques problèmes. Imaginez, vous vous connectez avec votre compte bouyguestelecom.fr et vous envoyez 2000 mails. Le serveur, il va vous dire
Bon, t'es gentil, mais non, en fait non. Donc, les systèmes anti-spam et les serveurs de mail, de manière générale, ont un petit peu serré la vis pour éviter ce genre d'attaque. Donc, la solution, c'est tout simplement d'utiliser un vrai prestataire de mail qui a pignon sur rue, Mailtrap, Mailgun, Mailjet, Amazon, Simple Email Service, etc. Il y en a des caisses. Alors, il suffit évidemment d'acheter une clé de licence pour ces trucs-là, et puis derrière, vous envoyez vos mails malveillants sans aucun souci. Mais on ne va pas payer non plus. Ouais. Il n'y a pas de petites économies. Donc, ce que vont faire les pirates, une des techniques, entre autres, c'est de faire un logiciel qui va scanner tous les sites web et puis va chercher des infos. Alors, soit dans le JavaScript directement, parce que des clés d'API Mailgun, vous allez pouvoir en trouver dans le JavaScript, soit dans le .env, soit dans le .git. Bah, bref, grosso modo, méfiez-vous quand vous mettez en prod, parce que typiquement, ces clés d'API vont être scannées par un certain nombre de robots. Donc là, j'ai trouvé un gars qui vendait un outil, il a fait en Go, j'aime bien le Go, et il le vend 100 € par mois pour justement aller récupérer, voler des clés comme ça, pour ne pas avoir à payer son mailing. Parce que, bon voilà, si vous voulez vous lancer dans le business, moi je trouve ça assez lucratif quand même. Nouveau screenshot où cette fois on voit toujours le Thunder Mailer qui est en arrière-plan là, sur lequel en gros il a mis sa liste de destinataires. Hein, donc là on voit que c'est du phishing Orange, hein, ils sont tous en orange.fr. Et puis à gauche il surveille sa console Alibaba Cloud où il voit plop, 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 tous ces mails qui sont en train de partir. Bon, on va un petit peu changer de posture. Donc là je vous ai expliqué un petit peu le point de vue du pirate. Maintenant on va passer du côté clair de la force. J'ai un petit peu changé de franchise, je suis plus Team Star Wars. Mais il y a... Bon, toujours le même acteur, donc ça va à peu près. Alors, comment vont faire les équipes qui essayent de se prémunir du phishing et surtout de vous protéger en tant que client contre le phishing? Donc ça va être essentiellement trois approches. Hein. Sensibiliser, évidemment. Donc là, à l'approche des vacances, j'ai encore reçu un mail de ma banque qui disait « Attention, attention !» Faisez gaffe sur Internet. Détecter et signaler. Alors, la partie... Pardon, je vous ai peut-être mis un coup de laser. la partie sensibilisation... C'est vraiment un effort à faire, mais c'est pas évident. Et notamment, le problème qu'on voit, c'est l'apport de l'IA. L'IA vous permet aujourd'hui d'avoir des mails de phishing qui sont super propres, qui sont beaux, sur lesquels il n'y a pas de faute de typo. Donc quand avant on disait chercher les fautes d'orthographe, aujourd'hui c'est plus valable. Donc l'approche, ça va plutôt être d'essayer de détecter. Alors comment on détecte le phishing? Le plus simple, c'est on crée des fausses adresses mail, tout simplement, ce qu'on appelle les spam traps. Hein. On crée une adresse mail bidon, on la publie sur plein de forums pour qu'elle soit indexée, et puis après, derrière, on surveille ce qui est reçu sur cette adresse mail. Et donc ça va déclencher des analyses automatiques. Il y a un autre truc qui est super intéressant, je ne sais pas si vous connaissez la partie Certificate Transparency qui a été poussée par un certain nombre d'acteurs, dont Google. Ça consiste à dire que quand on génère un certificat TLS, pour la sécurité de la crypto, en fait, pour éviter qu'il y ait un man in the middle quelque part, l'objectif, c'est que le certificat, enfin la partie publique du certificat, évidemment, soit connue de tout le monde. Donc, Certificate Transparency, c'est un système où dès qu'un certificat est généré, que ce soit par Let's Encrypt ou autre, ça arrive dans un flux public et tout le monde est au courant. Et bien ça, c'est intéressant, parce que justement, il y a des streams comme ça en ligne, donc celui-là qui s'appelle CertStream. Je vous montre un petit exemple ici d'un outil en ligne de commande qu'on peut lancer. C'est juste pour vous donner une idée de la volumétrie. Ça, c'est les certificats TLS qui ont été générés dans le monde en temps réel. Donc, si quelqu'un génère un certificat TLS pour service client Bouygues.fr, vous allez le voir là. Ça vous permet donc de faire de la détection par mots-clés, en instantané. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que vous le faites dès que l'espace d'hébergement a été créé et est en train de se mettre en place. Même s'il n'y a pas encore de kit de phishing dessus, même si le mailing n'est pas parti, vous êtes déjà au courant qu'il y a un domaine qui s'appelle service client Bouygues.fr. Alors, si vous êtes un petit peu joueur comme moi, vous pouvez vous abonner à ce truc-là et puis vous dire on va filtrer sur tous les domaines qui s'appellent dev, pré-prod, staging, etc. Et puis après, vous allez essayer de télécharger les points Git dessus. Ça marche très très bien. Bon. Vous n'avez pas le droit de juger mes hobbies. Mais vraiment, si vous voulez chercher des trucs qui sont pas encore très très mûrs, qui sont en ligne, vraiment, c'est super efficace. Bon, une fois que vous avez ces listes de streams ces listes d'URL qui sont potentiellement dégueulasses, vous allez vouloir les analyser avec des outils automatiques, pardon. Et donc là, le plus efficace, clairement, c'est de prendre un truc qui va être un peu comme un Selenium, un browser qui va être outillé, et que vous allez configurer pour qu'il se fasse passer pour un vrai visiteur. Alors quand je dis vrai visiteur, ça rejoint un petit peu toutes les problématiques qu'on a vues tout à l'heure. Il faut qu'il sorte d'une IP abonné grand public, donc que ce soit SFR ou autre. Si vous sortez avec une IP Amazon AWS, on l'a vu tout à l'heure, vous allez être bloqué tout de suite. Il faut que votre user agent soit bien configuré pour se faire passer pour un mobile. Alors ça, c'est un petit peu bizarre, parce que on pourrait se dire, finalement, pourquoi les kits de phishing n'acceptent pas les connexions depuis un PC? C'est-à-dire, si on prend un user agent d'un fixe, il y a de bonnes chances qu'on soit filtré. Je n'ai pas la réponse. Je pense que quand vous êtes sur un PC, clairement, vous voyez la barre d'adresse qui vous donne l'URL et que
potentiellement, c'est un petit peu flag si l'URL est dégueulasse. Peut-être que sur mobile, c'est moins voyant, et donc ils se disent, bon, ben voilà, on accepte que nos visiteurs qui ne sont pas filtrés sont uniquement sur mobile. C'est peut-être ça. Il va falloir une locale bien configurée, l'heure bien configurée, exécution de JavaScript, un viewport qui a une taille à peu près de mobile, enfin bref, il faut que ce soit cohérent. Une fois qu'on va arriver finalement sur la page finale, parce que c'est ça qui nous intéresse, avoir la vraie page qui sera affichée pour les victimes, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir commencer à appliquer de l'IA dessus. Alors ça, c'est assez nouveau, hein, c'est pas encore, à ma connaissance, complètement répandu, mais on voit bien qu'il y a des trucs qui sont super intéressants. Je vais revenir juste après. Je vais juste sur la fin de cette partie-là. Une fois que vous avez constaté qu'il y avait du phishing sur une page, l'important, ça va vraiment être de prendre une preuve, parce que c'est la preuve après que vous allez envoyer à l'hébergeur ou au registraire qui va permettre de dire « Regardez, il y a du phishing, je peux le prouver, il faut faire fermer ce site ». Alors, pourquoi l'analyse par IA est intéressante? Donc, hier, j'ai pris, juste pour tester, c'était un site qui était sur github.io, une fausse page de login Netflix, et si vous prenez Mistral IA, vous lui demandez très clairement c'est quoi ce site web, est-ce qu'il demande des identifiants personnels, et il va vous dire bah, c'est Netflix, oui, il demande des infos confidentielles. Alors là c'est peut-être un petit peu overkill d'utiliser un LLM pour ça, mais il y a, à ma connaissance, je ne suis pas spécialiste là-dedans, des sous-domaines du NLP qui s'entraînent, qui permettent d'obtenir une classification de l'intention. Et définir du coup l'intention d'un site web, c'est super important parce que ça nous permet de déterminer si c'est du phishing ou pas. Ok, si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez aussi essayer de télécharger le kit de phishing. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne le payez pas. Il y a des gens qui, on va dire à peu près, je ne sais pas, vous avez une chance sur 20 en moyenne pour que le kit, le .zip qui a été mis en ligne, soit encore présent sur le serveur. Donc si vous avez un kit de phishing là, qui était dans le répertoire Orange 2025, vous mettez juste .zip à la fin, et vous récupérez le kit qui était vendu 150 balles. C'est toujours ça de prix. Et ça, c'est pas du tout nouveau. Il y a des services comme Stalkfish qui ont été développés par des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui font ça très bien. Ils vont aller prendre le flux de OpenFish ou de FishTank et qui vont derrière aller chercher tous ces zips. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est assez classique. Dernière étape, vous avez besoin de faire fermer ce site web. Donc le plus simple, c'est de le pousser dans des flux communs de phishing, donc FishTank, OpenFish, dont je parlais juste avant. Et il y a un dernier truc qui est intéressant, c'est Google Safe Browsing. Alors Google Safe Browsing, vous l'avez tous sur vos navigateurs sans forcément l'activer. Google Safe Browsing, en fait, c'est une liste compilée de toutes les URL qui sont connues comme abritant du phishing à l'heure actuelle. Comme c'est une liste qui est un peu grosse, en fait, on ne vous envoie pas directement la liste sur votre navigateur, on envoie des hashes de l'URL qui a été canonisée dans un format très spécifique. Et en fait, ce que va faire votre navigateur, à chaque fois que vous ouvrez une page, il va comparer l'URL avec cette liste de hash qui va mettre à jour à peu près toutes les 30 minutes. Et si jamais il y a un match, vous allez avoir ce gros placard rouge qui vous dit attention, site trompeur, vous êtes probablement sur un site de phishing. Alors pourquoi je dis que c'est la solution la plus simple, c'est que, comme je vous disais, aujourd'hui, c'est une course contre la montre. Un attaquant va mettre une page de phishing en ligne, il va récolter des identifiants pendant 2, 3, 4, 6 heures s'il a de la chance. Au bout de 6 heures, son site est connu comme le loup blanc et plus personne ne peut aller dessus sans avoir ce gros placard rouge. Donc son site ne va plus rien récolter. Et après, il va être mis en ligne. Donc la réactivité en fait, des équipes d'analyse va être ultra importante pour le phishing pour éviter qu'il y ait trop de victimes. Petit épilogue, et je vais vous donner un certain nombre de liens. Donc, il y aura pas mal de QR codes, si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à préparer un lecteur de QR code. L'épilogue, c'est finalement sur notre attaque Barilla. Comment ça s'est fini? Est-ce qu'ils ont réussi à toucher le Grisby? Alors, l'attaque Barilla, vous vous souvenez, on était arrivé sur une page de paiement. Et cette page de paiement, il se trouve qu'à la fin, elle avait donné une erreur. Erreur, paiement refusé. Alors, on ne peut pas lui faire confiance. Peut-être que c'est vraiment une erreur. Peut-être que la page était codé pour dire « Ah non, ça n'a pas marché ». Et en fait, derrière, il vous débite. Et ça, on ne peut pas le savoir. En fait, il se trouve que c'était une vraie erreur. En fait, le site de phishing qui avait été monté, il utilise un prestataire de paiement pour encaisser des paiements par carte bleue derrière. Et le prestataire avait déjà dû recevoir un signalement. Il avait bloqué cette clé d'API. Et donc, voilà, pas d'arnaque. Donc là, déjà, vous êtes content. Vous surveillez votre compte en banque pendant une semaine, il ne se passe rien. C'est plutôt bon signe. Sauf que les pirates, je vous ai dit, ils sont super opportunistes. Et ils avaient quand même toutes les coordonnées, nom, prénom, adresse, etc. Ils n'avaient juste pas le paiement qui avait marché.
Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une semaine après, pauvre petit mail, bonjour, votre colis est prêt à partir de Pat Barilla. Ah, donc il rappelle les coordonnées dans le parti que j'ai censuré. Et puis ils vous disent, bon ben voilà, il faut juste faire le petit paiement de 2 euros. Voilà, bah écoutez, faut pas se gêner, ça n'a pas marché. Ils disent, allez, on retente. Et franchement, encore une fois, hein, sur un malentendu, ça peut marcher. Alors là, on a vu toute la partie technique de l'attaque, on n'a pas vu après tout ce qui va se passer derrière. Comme je vous dis, un numéro de carte bleue n'est pas forcément utilisable en tant que tel. Il va falloir se faire passer pour votre banque, il va falloir essayer par exemple d'accrocher une carte Apple Pay à votre compte pour pouvoir ensuite le débiter, etc. Donc, comme on m'a dit, non, tu ne peux pas lâcher les gens à 13h30, je suis obligé d'écourter, mais je vous donne quelques pointeurs super intéressants, à commencer par une présentation sur YouTube de Micode que vous avez peut-être déjà vu par ailleurs. Et là, en fait, il est allé sur cette partie vraiment ingénierie sociale et il a même donné une fausse carte de crédit pour se faire appeler par les pirates et discuter avec eux. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est une petite vidéo d'1 heure qui est assez intéressante à regarder. Plus récemment, sur le site lesjours.fr. Alors lesjours.fr, c'est un site d'investigation un peu à la Mediapart, où ils font des articles qui sont vraiment très longs, très fouillés. Et donc là, il y a une série entière de 8 articles qui s'appelle « Appelle-moi si tu peux », sur justement des attaques qui sont faites après par téléphone pour vraiment escroquer les gens. Comme je ne paie rien pour attendre, j'ai mis un petit lien de parrainage. Donc si vous vous abonnez, ça vous fait un mois gratuit, moi aussi. N'hésitez pas. C'est un très bon site. Voilà. Bon, et puis, comme vous avez été aujourd'hui, Brescamp, un public exemplaire, vous n'avez pas fait de vélo dans les allées, comme je vous avais demandé, et puis vous êtes resté assis, quoi, grosso modo. J'ai un cadeau pour vous. Je vous offre 45 minutes de tranquillité pour revoir les autres talks du Brescamp que vous n'avez pas pu voir, et que moi, on est tous frustrés. En fait, sachez qu'en 45 minutes, vous pouvez faire un don de plasma dans les maisons du don. Le don de plasma, c'est un peu comme un don de sang, à la différence, et ça va intéresser les sportifs qui sont allés voir le talk sur la montre connectée hier, que vous ne donnez pas vos globules rouges, vous donnez que le plasma, qui est la partie liquide du sang, qui contient un certain nombre de protéines et d'anticorps, et ça permet de soigner les gens qui sont immunodéprimés, alors soit à cause d'une maladie ou à cause d'un traitement contre le cancer, par exemple. Ça leur permet de retrouver une vie tranquille, et donc, comme je disais, ça prend 45 minutes sur lesquelles vous êtes peinard et vous pouvez regarder des vidéos. Merci pour eux, et merci surtout d'avoir participé à cette conférence. J'ai mis le petit QR code pour laisser un avis. Comme je suis vraiment sympa, j'ai déjà coché les 2 cases qui étaient intéressantes, donc n'hésitez pas. En tout cas, tout feedback est bon à prendre, et je vous remercie pour votre attention. Je sais que vous avez faim, mais en tout cas, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Une question là. Merci d'abord pour cette conférence, c'était super intéressant. J'avais une petite question sur les kits. Est-ce que, donc, par exemple, si on achète éventuellement un kit, enfin je dis pas moi, bref, est-ce que la personne qui vend ce kit peut aussi récupérer les données qui vont se faire piller ? Genre comme s'il y avait un double vol, soit par nous, et puis l'originaire du kit. Alors ça, c'est amusant, parce que on peut s'attendre à ce que non, mais comme je disais, ils n'ont pas forcément un niveau de PHP qui est très très élaboré non plus. Et j'ai déjà vu des kits sur lequel l'escroc avait juste besoin de mettre sa clé d'API Telegram, donc qui lui permet d'exfiltrer les messages. Et en fait, si on regardait un petit peu plus loin, le kit ouvrait une connexion TCP vers un port non standard et il exfiltrait aussi ce code Telegram. Donc, ouais, il faut vraiment, ils se font pas confiance entre eux et ils se piratent entre eux. Et voilà. Ce que je vous montrais tout à l'heure, là, toutes les cartes d'identité qui sont en ligne, je pense que si un pirate voit ça, il va aller piquer les cartes d'identité des autres, quoi. Enfin, donc, ouais, il y a vraiment ni foi ni loi là-dedans. Okay, dernière petite question. Au début, tu parlais d'identifier qu'un site était frauduleux rien qu'avec l'URL, ou identifier qui était derrière. Est-ce qu'on sait à peu près le nombre d'attaquants ou de groupes d'attaquants qui existent ? Alors, pas à ma connaissance. Il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on arrive à voir quand même des patterns qui sont très répétitifs. Comme je disais, ces gens-là, ils vont faire la même chose chaque jour, tous les jours de la semaine, etc. Et donc on arrive à un moment, si vous reprenez la matrice d'attaque mitre, les techniques, tactiques, procédures, à un moment donné, ils cachent toujours les mêmes cases, ils cochent toujours les mêmes cases, pardon, et on arrive à les reconnaître, mais de là à donner une estimation du nombre, non. En fait, c'est une communauté qui est très mouvante, parce que comme vous le voyez, c'est très facile de s'y mettre, il n'y a pas besoin de compétences techniques, et donc si aujourd'hui on a un acteur qui arrête et qui va faire autre chose, demain on pourra en avoir un autre, et c'est aussi ce qui fait que c'est très difficile de les faire tomber.
on n'est pas là en face d'une structure qui est organisée comme pourrait l'être par exemple une mafia. C'est vraiment des gens qui voilà, ils vont acheter un truc à un gars, ils vont revendre à d'autres, etc. C'est très très fluctuant et c'est très dur d'avoir une vision précise des acteurs qui sont derrière. Merci. Bonjour, merci. J'avais une question concernant les limites de ce que l'on peut faire. Parce que vous, si j'ai bien compris, c'est votre travail. Donc vous avez peut-être une certaine liberté et droit. Enfin, vous êtes, on va dire, connu comme chevalier blanc ou quelque chose comme ça, on va dire. Mais par exemple, vous parliez tout à l'heure de récupérer en stream directement la liste des nouveaux sites qui étaient déposés, de nouveaux noms de domaine, et d'aller simplement via l'URL, par exemple, aller chercher un .git.env. Mais déjà rien que ça, légalement, où est-ce qu'on en est et enfin, est-ce qu'il y a le droit ou pas? Le scan de port, je suppose que non. Mais voilà. En fait, comment? Non, c'est PORT. Voilà, merci. Donc les scans en général, il n'y a pas le droit. C'est vu comme de l'intrusion. Donc en fait, le piratage éthique, finalement, c'est aussi illégal. Et comment faire pour pouvoir détecter des sites sans être dans l'illégalité? Alors les détecter, alors il y a un certain nombre de garde-fous. Alors en effet, les équipes de sécurité ont une sorte de présomption d'innocence entre guillemets. Hein. C'est vraiment très limité, mais quand c'est dans le cadre de leur travail. Après, je ne veux pas dire de bêtises parce que la partie légale, ce n'est pas ma spécialité. Il y a aussi autre chose qui s'appelle la RIFI, qui a été formalisée par la CNIL, qui est la recherche sur Internet de fuite d'informations, qui donne un cadre légal pour que vous puissiez aller chercher les données de vos clients qui ont fuité. Donc si vous pouvez aller justement inspecter des fuites comme ça pour voir s'il n'y a pas des mots de passe de vos clients. Évidemment, si c'est des adresses Gmail avec des mots de passe, vous êtes tenu de les supprimer. Donc il faut voir ça comme une sorte de RGPD un petit peu plus strict, mais il y a quand même malgré tout un cadre légal. Et après, sur la partie typiquement énumération de ports ou recherche d'informations dans des répertoires qui restent exposés publiquement, ouais, je suis d'accord, on est dans une zone grise. Merci. Tu avais parlé d'une liste d'adresses frauduleuses, Google Safe, j'ai perdu le nom. Est-ce que ça fonctionne sur tous les navigateurs ou c'est restreint à Chromium ou Google Chrome? Alors je sais que Firefox l'intègre, enfin Mozilla a un deal sûrement avec eux, tous les navigateurs à base de Chrome, donc probablement Edge aussi. Maintenant, pour tout ce qui est Safari ou autre, je ne sais pas. Merci, j'avais une question aussi. Tu parlais de la volée de l'éducation des utilisateurs, notamment par les banques et tout ça, pour éduquer les gens à ne pas se faire avoir par le phishing. Mais il y a aussi de plus en plus de boîtes légitimes qui proposent des formulaires et des sites web qui ressemblent vachement à du phishing et ça demande vraiment une longue enquête pour dire « Ah ouais, en fait, c'est legit ». Je pense à une filiale de la Poste, j'ai eu le cas, ou des prestataires de travaux de EDF ou GRDF. Est-ce qu'il y a un truc qui est en cours là-dessus? Enfin, comment on peut faire bouger ça, quoi? Ça c'est vraiment compliqué. Et même en interne, des fois, on reçoit des mails d'entreprises qui disent « Hey, votre service RH vous propose de vous inscrire à ce truc-là » et c'est sur un domaine tiers qui demande l'authentification SSO de l'entreprise. Donc là, les gens qu'on a formés disent non, c'est de l'arnaque. Et puis après, il y a un deuxième mail des RH qui disent non, mais allez-y vraiment, c'est juste un prestataire externe. Donc il y a de l'éducation à faire même au sein des entreprises et notamment sur les sites officiels. Vous savez, il y a un truc qui est très simple pour savoir si un site est officiel, c'est vérifier s'il finit par gouv.fr. Et ben, même finalement les sites gouvernementaux, il y en a une partie qui n'utilise pas ça. Et là on se dit c'est quand même con, hein. Comment vous voulez qu'on forme les gens si derrière vous ne suivez pas les bonnes pratiques? Donc effectivement, il y a de l'éducation à faire auprès des utilisateurs, mais il y a aussi de l'éducation à faire auprès des services en marketing ou autres qui mettent en ligne des services comme ça, et justement de suivre les bonnes pratiques. C'est la moitié du problème un peu. Bonjour et merci pour la conférence. Moi, je me pose des questions par rapport à la compétence technique d'abord des créateurs de phishing et tout. On connaît les APT Lazarus qui sont très 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 compétents. On a l'autre bout du spectre qui est donc les personnes qui sont peut-être même assistées avec des IA. Je suis surpris qu'il n'y ait pas de... Enfin, il y en a sûrement, mais ça n'a pas été OK. Des acteurs un petit peu intermédiaires qui sont compétents, du Black Hat...
un peu. Et donc c'est une chose qui existe aussi, qui est peut-être plus compliquée à trouver, ou c'est une niche qui n'est pas remplie? Ouais, alors c'est vrai que c'est une niche qui existe. Là, ce que je vous ai montré là, on va dire que ça représente peut-être 95-99% des attaques. Et en effet, à l'autre bout du spectre, on va voir des groupes quasiment étatiques qui vont attaquer des organisations. Et au milieu, vous avez des acteurs un peu plus élaborés. Alors du coup, on les voit moins, parce que justement, ils arrivent à mieux se cacher aussi, donc c'est tout à leur avantage. Il y a des projets comme ça qui sont assez intéressants, comme EvilGenix par exemple, qui est un reverse proxy qui va marcher comme un Nginx, mais que vous allez mettre entre votre victime et LinkedIn par exemple. Et en fait, vous déployez juste un EvilGenix sur je sais pas, un domaine que vous contrôlez, genre service client linkedin.com. Et en fait, la personne va se loguer dessus en pensant que c'est le site LinkedIn, mais en fait, ça va fonctionner comme un reverse proxy qui va donc relayer la connexion vers le vrai site légitime et intercepter les mots de passe. Donc mot de passe, token de connexion, etc. Et ça, c'est assez intéressant parce que, alors, en termes d'infrastructure, ça demande par contre d'avoir un vrai hébergement avec du Python, donc on n'est pas sur un petit bout d'hébergement PHP tout bidon. Mais effectivement, il y a des attaques qui sont un peu plus complexes. Et alors typiquement, quand vous allez vraiment vers le spear phishing, c'est-à-dire du phishing qui va être ciblé sur une organisation, sur une équipe, là vraiment le niveau va monter assez vite. Et un exemple très simple que je peux vous donner de ça, c'est un mail qui va être envoyé à des salariés d'une entreprise. Il est envoyé le dimanche, là où il n'y a personne, et si le serveur de mail analyse le lien qui est derrière, il va tomber sur une page bidon. Sauf que le contenu de la page change à 9h du matin, quand les salariés reviennent au boulot et vont vraiment cliquer. Donc on a des petites techniques comme ça qui en effet permettent d'être beaucoup plus efficaces. Et en effet, le niveau monte. Là, on n'est plus du tout sur les mêmes acteurs. Merci. Ouais. Bonjour, déjà merci pour la présentation. Je me sens un peu concerné, j'ai bossé sur les noms de domaine pendant 8 ans, donc voilà. Et du coup, tu as dit au début de la présentation que ils se faisaient rarement attraper, sauf que on a bien vu qu'ils sont pas forcément très très malins. Et du coup, la question c'est pourquoi en fait ils se font pas attraper? C'est quoi pourquoi en fait il n'y a pas de sanctions vis-à-vis de ça? Parce que dans un monde aujourd'hui on te dit vide ta boîte mail parce que c'est pas écolo, de machin, etc. Tu dis que le 3/4 du trafic internet et téléphonique en fait il est phagocyté par des gens malveillants pour faire des conneries. Je trouve ça un peu triste en fait de pas avoir de sanctions quand tu sais qu'en plus les informations tu peux les récupérer quand même de manière pas si dure que ça, quoi. Ouais. Alors, j'ai pas vraiment d'explication définitive là-dessus. Je pense que, au regard des enjeux, peut-être qu'il n'y a pas vraiment d'enquêtes très très poussées qui sont lancées. Je pense aussi que comme justement c'est une multitude d'acteurs, en fait, vous n'allez jamais tomber sur les mêmes. Donc à chaque fois, ça va être des petits montants de fraude, mais qui s'accumulent au final. Il y en a une partie qui sont à l'étranger. Il faut faire des réquisitions judiciaires auprès de l'hébergeur du site, etc. Et peut-être juste que ça n'aboutit pas. Je pense qu'une des raisons, c'est justement qu'ils vont utiliser le bon registrar qui est un peu pourri, qui ne va pas donner suite aux réquisitions judiciaires, le bon hébergeur, etc. Qui fait qu'au bout du compte, quand vous essayez de les suivre, tout s'est un petit peu dilué dans la masse, etc. Et il faut voir aussi que côté banque, les banques vous remboursent si vous êtes victime d'une arnaque. Alors ils commencent à rechigner un peu parce qu'ils disent bah oui mais vous avez donné votre code de banque là, donc c'est plus vraiment de notre faute. Mais il y a une partie en fait qui est juste gérée par les assurances et finalement le point de vue de la défense c'est plutôt de se dire on va essayer de les faire fermer le plus vite possible plutôt que de poursuivre les gens derrière. J'ai un peu l'impression que c'est ça, malheureusement. Merci. Et on va s'arrêter là pour les questions, on a déjà un petit peu débordé. Merci beaucoup. Et puis peut-être en sortie d'amphi. Merci à vous.